Alors, avant de présenter dans le détail par rapport à la réalité virtuelle, bon, la réalité virtuelle a démarré dans les années 90 dans les recherches, hein, aussi bien en France que dans le monde. Bon, j'ai eu la chance d'être dans les premiers chercheurs à travailler dans ce domaine-là, donc ça fait très longtemps que la réalité virtuelle, on se pose des questions. Et au début, bah, comme tout le monde, on faisait de la technique, hein, je suis ingénieur de formation, et on faisait des développements technologiques, mais au bout de quelques années, je me suis aperçu qu'il fallait surtout bien comprendre le fonctionnement de l'être humain dans ces environnements virtuels. Donc, mon discours va être très axé sur cet aspect-là, malgré que je ne suis pas des sciences cognitives, je ne suis pas des sciences humaines. J'ai dû travailler énormément, beaucoup avec des psychologues, etc., des physiologistes, parce qu'il faut bien comprendre le fonctionnement de l'être humain si on veut vraiment travailler dans ce domaine-là. Ça sera mon discours important. Et on fera le rapport, évidemment, puisque vous venez plutôt du cinéma ou de la vidéo. On fera le rapport entre le cinéma et la réalité virtuelle, hein, avec la différence, évidemment, aussi bien visuelle. Je me suis aperçu qu'il est important de bien comprendre la vision humaine. Moi-même, au début, je n'avais aucune connaissance sur le comportement humain au niveau sensorimoteur. Et la vision humaine, je la connaissais très peu. Et je m'aperçois que les gens du cinéma connaissent pas trop la vision humaine. Quand on voit les discours et les explications sur la vision, le cinéma 3D, c'est-à-dire la vision stéréoscopique, on voit qu'il y a des incompréhensions souvent. Et donc, on va parler un peu différemment. Mon discours va être différent, puisque a priori, en réalité virtuelle, dans une immersion, on va pas tellement passer de l'image. Hein, il n'y a plus d'image pour moi, pour un utilisateur. Hein. On va expliquer pourquoi ce discours. Donc, vous faites toujours référence au cadre, à l'écran. Il n'y a plus d'image, il y a une vision de l'environnement 3D. C'est un peu différent. Et on verra surtout ce qui est important, c'est la session de ce matin, et ce qui est très important pour la réalité virtuelle, c'est la compréhension du corps, l'immersion corporelle du corps dans ces environnements virtuels. Alors, dans les années 95-2000, avec des collègues, on a réfléchi un peu et on a une méthodologie, 4I2, c'est pas 4I, I2 parce qu'il y a immersion et interaction. On va préciser toutes ces questions-là pour voir un peu les difficultés. On va voir qu'il y aura des incohérences sensorimotrices qui arrivent, qui posent quelques problèmes, comme il y a des incohérences déjà sur la vision stéréoscopique. Mais bon, je vais développer toutes ces questions-là. Et donc, voilà. Alors, je commence par une petite anecdote qui est très vieille. Dans les années 95-96, que j'avais écrit un premier livre sur la réalité virtuelle, il y a un journaliste de la Revue du cinéma qui m'avait dit, mais l'avenir du cinéma, c'était la réalité virtuelle. Alors, c'était étonnant, parce que pour nous, la réalité virtuelle, on agissait, on n'était plus un spectateur comme au cinéma, c'était un peu un antagonisme. Mais évidemment, à cette époque-là, on ne voyait pas encore arriver la vidéo 360 degrés et les usages qu'on allait faire. Mais pour moi, le cinéma et son avenir, il est bien tracé. Et la réalité virtuelle, c'est un nouvel art. C'est bien différent, même si évidemment, il y a des liens très étroits entre ces deux domaines. Alors, on reprécisera un peu entre la vidéo 360 degrés, où là, on peut dire encore, on est un spectateur, puisque le déplacement est imposé au spectateur, on est toujours dans le domaine cinématographique. Par contre, on parle de l'expérience immersive. Alors, certains utilisent le mot cinématique VR, des films VR. Il y a eu un livre, comment réaliser mon premier film en réalité virtuelle, je ne sais pas si vous connaissez, par un auteur qui a écrit il y a 2-3 ans. Et il y a aussi un autre domaine, c'est les arts numériques interactifs, qu'il ne faut pas oublier, parce que vous parlez depuis hier, je vous ai écouté, et puis j'en ai écouté bien d'autres avant, depuis quelques années. Vous avez toujours une histoire, un scénario, une narration, mais évidemment, il y a les arts numériques interactifs où on va contempler une œuvre interactive. Et il y a des gens qui ont travaillé sur ces questions-là depuis les années 85, 90. Ils parlaient bien sûr pas de réalité virtuelle, ils parlaient d'images interactives. On va interagir avec des images, on va interagir avec des environnements virtuels, mais il n'y a plus la notion d'histoire, de scénario. Mais bon, on ne va peut-être pas en parler trop spécialement, parce que
c'est pas ces questions-là qui vous intéressent en premier lieu. On n'aura pas le temps de tout développer, évidemment, en si peu de temps. Hein. Alors, donc, comme ça a été dit, je vais faire une approche un peu théorique de la réalité virtuelle, alors qui s'applique à tous les domaines. Hein. La réalité virtuelle, il y a une dizaine de domaines, on peut même dire plus. On a vu hier en archéologie, on peut certains discuter au niveau architecture, en médecine, etc. Enfin, il y a énormément de domaines de la réalité virtuelle. Hein. Il y a des domaines grand public et des domaines professionnels, je passe. Ça s'est développé au départ pour les domaines professionnels, mais peu importe. Donc, j'ai pris une approche, en tant que chercheur, une approche assez générale sur la réalité virtuelle. Et après, évidemment, en deuxième partie, on parlera du statut comportemental de l'usager dans les œuvres artistiques utilisant la réalité virtuelle ou la vidéo 300 degrés. Bien sûr. Donc, c'est ce que j'appelle théorie 4I2, enfin, sans vous cacher qu'au départ, c'était théorie 3I2, parce qu'on s'occupait de 3 niveaux. On ne s'occupait pas des émotions, puisque les applications professionnelles, au départ, l'objectif n'était pas d'agir sur les émotions de la personne, hein, mais on a complété et on complétera, on est en train de travailler avec Léa Tebola qui vous en parlera tout à l'heure, un peu plus en détail, la partie émotionnelle. Mais les développements de la réalité virtuelle au début n'étaient pas pour des questions tellement artistiques et on ne parlait pas tellement des émotions. Alors, quelque chose qui est important, c'est de comprendre, hein, comme je viens de le dire, il faut comprendre le comportement humain en environnement artificiel. Et pour ça, il faut comprendre le comportement humain déjà en environnement réel. C'est un peu étonnant, mais on vit tous les jours avec son corps, hein, mais on ne connaît pas tout, en général, le minimum qu'il faut avoir à comprendre pour aborder la réalité virtuelle. Alors, l'essence humaine, alors là déjà, une contre-vérité qui est bien répandue, les gens parlent des 5 sens, comme si on n'avait que 5 sens. C'est sûr que si on n'avait que 5 sens, on ne pourrait pas vivre tous les jours. Il faut donc aussi bien séparer les sens extéroceptifs, donc que vous connaissez, pas besoin de les citer, qui permettent de comprendre l'environnement autour de soi. Et les sens proprioceptifs, précisément, il faudrait parler de proprioception et de kinesthésie. Je regroupe pour des simplifications. Hein. J'ai regroupé, certains aussi physiologistes regroupent proprioception. C'est la position de son corps dans l'espace, ce qui est important à comprendre ici, et les mouvements du corps dans l'espace, la kinesthésie. Donc, pour simplifier, on va parler de la proprioception et de l'immersion proprioceptive. Donc, voilà un petit schéma qui semble assez simple, mais en fait qui est plus compliqué que ça n'a l'air, et qui pose des problèmes et qui aussi donne des solutions pour la réalité virtuelle. Donc, il faut bien voir, donc, comme j'ai dit, l'extéroception, vous connaissez en général, hein, sans problème, mais il y a la proprioception du corps, et c'est ça qui va être nouveau en réalité virtuelle. On va repréciser ces questions-là, mais quand la personne met un visiocasque ou casque immersif, on parle plutôt de visiocasque, quand on met un visiocasque sur la tête d'un usager, il y a évidemment la possibilité de voir à 360 degrés. On verra qu'on peut l'avoir déjà avec un simple écran. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est plus important, c'est que la personne va être en immersion corporelle dans cet environnement. On pourra faire le lien un peu, si on a le temps, en discussion avec les panoramas. Les panoramas qui ont été présentés hier au niveau historique, où on avait évidemment une vision aussi à 360 degrés, mais il n'y avait pas une immersion corporelle, puisque l'image était indépendante de la position du corps du spectateur. Enfin, ça, c'est discutable. Donc ici, il faut bien comprendre que l'extéroception et la proprioception, ce n'est pas des sens totalement séparés. Il faut bien comprendre aussi que le système visuel, votre système visuel ne sert pas qu'à voir. Je dis ça de façon un peu simplifiée. Mais le système visuel ne sert pas qu'à voir, il sert aussi à positionner son corps dans l'espace, à comprendre ses mouvements. Ça va être un avantage et une difficulté, mais il faut bien avoir ça en tête, que le système visuel sert aussi
grâce à sa vision périphérique, à comprendre le mouvement de la tête et donc du corps de la personne dans l'espace. Et donc, on va jouer sur ça pour faire des mouvements virtuels, même si le corps est, lui, dans une position fixe dans l'environnement réel. Alors, il y a donc un couplage entre les deux. De même, il faut bien comprendre que la position, la proprioception est découpée de différentes façons. Vous avez les systèmes vestibulaires, hein, je pense que vous connaissez, systèmes vestibulaires qui permettent de détecter l'accélération et les inclinaisons de la tête, sont très importants aussi pour quand on marche, quand on se déplace. Et la proprioception musculaire, hein, les muscles ne servent pas ce ne sont pas que des actionnaires. Les actionneurs, ils sont aussi des récepteurs qui permettent de recevoir les efforts sur le corps, de les percevoir. Et il y a aussi les articulations, hein, qui sont importantes. Donc, on a des récepteurs articulaires. Le toucher est aussi plus compliqué, je ne rentre pas dans les détails, mais le toucher, il y a évidemment les perceptions de la chaleur, et différents contacts et différentes pressions superficielles sur la peau. Donc, vous avez tout un ensemble de sens, de récepteurs sensoriels, mais certains récepteurs proprioceptifs vont servir à l'extéroception et inversement, c'est marqué ici en rouge, les récepteurs extéroceptifs, comme la vision, servent à la proprioception. Dans les sens aussi, une question, il y a une erreur qui est souvent pas très bien comprise. Il y a 3 sens pour l'extéroception qui dépendent de la physique. La vision, l'ouïe, la sensibilité cutanée, le toucher, si on veut. Par contre, l'odorat et le goût, on laisse compter de côté le goût, l'odorat, c'est un phénomène chimique. Donc, et l'odorat, ce phénomène chimique, ne peut pas être numérisable et composable. Et on entend encore des discours de genre qui disent « Oh ben demain, on arrivera à faire des stimulations olfactives ». En fait, les interfaces olfactives existent depuis 15-20 ans, c'est facile, hein, il suffit d'envoyer des odeurs au nez de la personne, de l'usager. Donc, c'est connu techniquement, ça ne pose pas de problème. Par contre, il faut avoir la matière sur place, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas, évidemment, transmettre à distance des odeurs. Alors, la question qui se pose, c'est un sujet qui est dans un environnement réel. C'est schématique, hein, bien sûr, ce que vous voyez ici. Il y a évidemment son sujet, il a l'interoception, la proprioception. Si on veut le mettre en environnement artificiel, hein, c'est pour ça. Alors, on va l'immerger dans cet environnement, puis on va le permettre d'agir. Alors, on dit interagir parce que c'est niveau technologique, on dit interaction, hein, mais pour l'usager, il agit. Il va pas, pour lui, il agit dans cet environnement virtuel. Bon, par contre, ça fait 2 i, alors c'est intéressant comme ça, abréviation, mais... Et donc, cette question-là, ce n'est pas des questions seulement technologiques. Hier, il a été dit que la création ne doit pas être la dernière étape d'une chaîne de fabrication. Ce n'est pas la technologie qui doit mener les développements. Les dispositifs techniques agissent au niveau sur les moteurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le comportement humain, et c'est par là qu'il faut aborder quand on veut faire de la création, c'est quel comportement humain on veut proposer à l'usager au niveau sensorimoteur, cognitif et émotionnel. Donc, c'est une question qu'il faut aborder comme ça, et cette question-là qu'on peut aborder, cette façon d'aborder la réalité virtuelle, ne s'applique pas seulement pour les applications artistiques. Hein. À chaque fois qu'un industriel, une entreprise vient nous voir, on ne leur parle pas de technologie à l'école des mines, on leur dit qu'est-ce que vous devez faire dans l'environnement virtuel? Pourquoi vous avez besoin de ces environnements virtuels? On verra un peu dans le détail comment on précise ces questions-là. Donc, c'est un peu le découpage, hein, c'est pour ça que vous voyez un peu les différents niveaux, enfin, des niveaux, des approches différentes. Il faut bien comprendre l'immersion et l'interaction sensorimotrice. Il faut bien rappeler déjà, quoi qu'on fasse, c'est bien par la technologie et au niveau sensorimoteur de l'être humain qu'on va agir. Concrètement, c'est ce que l'on fait. Au cinéma, bon, on sait bien qu'on agit sur 2 sens. On met en général les spectateurs dans des fauteuils bien confortables pour qu'au niveau proprioception, il n'y ait aucune perturbation. Hein. On est bien installé
pour être évidemment capté par deux sens et stimulé par des deux sens. Ici, évidemment, en réalité virtuelle, on peut agir sur un certain nombre de sens, aussi bien extéroceptifs que proprioceptifs, avec évidemment des difficultés, des technologies, des incompatibilités. Évidemment, on ne va pas tout détailler ici. Alors, pour contrer un peu les gens qui parlent d'interface homme-machine, hein, il ne s'agit pas d'interfacer un homme avec une machine, avec un ordinateur. Il s'agit d'avoir des interfaces qui permettent à la personne d'avoir un comportement dans un environnement virtuel. Donc, je parle d'interface comportementale que maintenant certaines personnes utilisent. C'est un terme que j'ai introduit petit à petit, mais qu'on retrouve aussi dans la traduction en anglais aussi. Donc, il y a les interfaces sensorielles. Bon, je passe un peu sur les casques, etc., sur les kev, les différents grands écrans. On peut faire différentes choses. Les simulateurs de mouvement, etc., les interfaces tactiles. On n'a pas le temps de développer toutes ces questions-là. Vous les connaissez un peu. Les interfaces motrices, bien sûr, on peut prendre des manettes, mais on peut avoir juste un mouvement sans agir, sans manipuler avec ses doigts. On peut mettre évidemment aussi des camps de données. Tout ça, c'est des questions techniques, mais on va passer rapidement sur ces questions techniques. Et puis, il y a des interfaces sensorimotrices qui, d'elles-mêmes, permettent d'agir et de réceptionner des informations. C'est ce qu'on a souvent, c'est l'interface à retour d'effort que vous connaissez très peu en général, enfin, que vous aurez peu de chances d'utiliser, puisque c'est en général des interfaces qui coûtent très cher et qui coûteront très cher, puisque c'est avant tout de la mécanique, de la robotique, si on veut, et donc qui permet d'appliquer des efforts sur la personne. Mais on se passe facilement d'appliquer des efforts sur des personnes dans les environnements virtuels. Alors, je ne vais pas tout développer, bien sûr, ce niveau sensorimoteur, mais je vais faire le point un peu sur la vision humaine, puisque je pense qu'il y a des notions de base qu'il faut bien comprendre. Et pour aborder concrètement la réalité virtuelle, les gens mettent un casque sur la tête, voient évidemment à 360 degrés, enfin, ils imaginent qu'ils peuvent voir comme dans le monde réel, mais en fait, il y a des biais par rapport à la vision naturelle. De même qu'au cinéma. Au cinéma, on utilise évidemment, ça a été dit hier, la projection de l'environnement 3D sur un plan 2D, sur une image, et après, évidemment, c'est à le spectateur de reconstruire l'environnement 3D. Ce qui fait qu'à ce propos, tous les films sont toujours en 3D, puisqu'on peut analyser, grâce aux perspectives, etc., de différents indices monoscopiques, on peut comprendre l'environnement en 3 dimensions. Alors, il faut, sans rentrer dans les détails, il faut bien voir la différence entre la vision centrale et la vision périphérique. Vous savez, je suppose que à chaque instant, on ne voit net que dans un cône de 1 ou 2 degrés, mais évidemment, votre œil balaie constamment l'environnement et va chercher des informations. Alors, au cinéma, on a la même chose, c'est évidemment inconscient, mais quand vous regardez une image, vous voyez l'image, vous ne la comprenez pas instantanément dans l'entier, vous la balayez avec vos yeux et vous observez les indices, vous avez les invariants que vous recevez et que votre cerveau analyse. Mais il n'y a aucune image qui rentre dans le cerveau. On entend dire des fois, certains, les gens, on a un œil gauche, un œil droit et on voit 2 images différentes et on reconstruit une image dans le cerveau. Non, en fait, c'est la vision de vos yeux qui permettent de comprendre l'environnement 3D et vous reconstruez, vous percevez un environnement 3D. Bon, j'ai dit aussi, je répète, la signé en rouge, le système visuel ne sert pas qu'à voir, mais ici aussi il participe à la perception du mouvement du corps, ce qu'on appelle l'avection. Et il participe aussi à la stabilisation de la posture quand on est debout et quand on mettra un casque sur la tête, il a évidemment une influence sur l'équilibre de la personne. À ce propos, là, mais c'est juste un point. Si on compare évidemment la vision sur un écran, comme maintenant, comme vous avez tous, et la vision avec un visio-casque, votre vision périphérique voit l'environnement réel. Donc, il stabilise l'utilisateur
Ce qui fait que vous n'avez aucune notion, une nausée, vous n'aurez aucune nausée, même si sur l'écran, vous allez voir un mouvement rapide, par exemple, d'une voiture sur un circuit routier, sur un écran, vous n'aurez pas du tout la même impact si vous mettez ça dans un visiocasque, parce qu'évidemment, le visiocasque, vous n'avez plus d'observation en vision périphérique du monde réel. Mais bon, on aura peut-être le temps d'en parler. Je ne m'étends pas sur ces questions-là. Alors, comment voit-on dans un visiocasque par rapport à la vision naturelle? Et est-ce qu'il y a un cadre? Puisque vous parlez évidemment de l'image et du cadre, et on va parler du champ et du hors-champ si on a le temps. Mais c'est une question qui est importante à développer. Alors bien sûr, on a une projection sphérique et en tournant la tête, on va pouvoir observer l'environnement. Vous savez que la vision humaine, on a un champ de vision de 280, 210 degrés si on bouge les yeux. Voilà. On a un champ de vision de 100 horizontalement, verticalement un peu moins. Mais dans un casque ordinaire, la plupart des casques, vous avez un champ de vision qui est limité à 110 degrés. Alors, ce qui fait que votre vision périphérique est occultée en partie. Mais ça, c'est inconscient. En général, les gens ne s'aperçoivent pas. Pourquoi? Parce que vous avez, je n'ai pas mis les slides dans le bon ordre, vos yeux vont tourner à peu près de 10, 15, 20 degrés par rapport à la tête. C'est en général les mouvements des yeux par rapport à la tête. Donc, vous n'avez pas l'impression que vous avez un cadre, que vous avez un obstacle à votre vision quand vous mettez un visiocasque. Par contre, votre vision périphérique, elle, est occultée. Ce qui fait que vous aurez, vous savez sûrement, quand on fait de la vidéo 300 degrés ou des films VR, que c'est une gêne parce que bien sûr, la personne ne va pas avoir tendance à tourner la tête puisqu'en vision périphérique, même si on voit flou, si on voit un mouvement en vision périphérique, la personne tourne la tête pour regarder, puis observer ce qui se passe. Donc, on peut utiliser évidemment le son 3D ou d'autres indices pour que la personne puisse tourner la tête dans une certaine direction. Alors, une question qui se pose, c'est la perception 3D de l'environnement. Il faut bien voir qu'il y a beaucoup d'indices qui permettent de percevoir en 3 dimensions. Hein. Donc, sur une image classique de cinéma, vous avez tous les indices monoculaires, vous connaissez la parallaxe, les perspectives, les indices statiques, hein, la taille, les interpositions, etc., les textures, les ombrages. Bon, c'est ce qui fait évidemment la perception 3D de tout le cinéma. Mais on peut évidemment rajouter la vision binoculaire en ayant deux images différentes. Alors ça, on l'a dans un casque, comme sur les cinémas en relief. Par contre, au niveau de la proprioception, on a un indice, évidemment, le système visuel, lui, va régler la convergence des yeux et l'accommodation. Donc, la convergence des yeux va être plus ou moins, va correspondre plus ou moins à la vision naturelle, puisqu'on va décaler les 2 images d'une certaine distance. Par contre, l'accommodation, elle se fait au niveau d'un écran. Et donc, il y a déjà une incohérence, une difficulté, et évidemment une perception 3D qui n'est pas parfaite par rapport à la vision naturelle. C'est un obstacle. Bon, peut-être que dans 10 ans, 20 ans, on arrivera à faire des visiocasques avec modification d'accommodation en chaque point de l'image qu'on affiche dans les casques. Mais il faut bien analyser cette compréhension et cette difficulté qui fait que certaines personnes ont des difficultés, ont de la fatigue oculaire à cause de cette incohérence entre l'accommodation et la convergence. Alors, l'écran, évidemment, est matériel au cinéma, mais dans un visiocasque classique, hein, tous les visiocasques actuels, vous avez une image qui est projetée à une certaine distance virtuellement, au niveau optique. Par exemple, dans les casques d'Oculus, les premiers, l'image était accommodée à 1,3 m. Ça, évidemment, on ne s'en aperçoit pas quand on met un casque. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'observateur n'a pas conscience d'un cadre.
Sauf si vraiment vous êtes en train de lui poser des questions, il va percevoir que sur le côté, il ne voit pas bien, sa vision périphérique est un peu occultée. Mais en général, il ne s'en rend pas compte. Il faudra bien comprendre aussi, entre les sensations, ce qui est perçu consciemment et ce qui n'est pas perçu consciemment. Une notion aussi qui est importante, c'est que la vision, c'est pas un sens passif. Comme tous les sens, c'est un sens actif. Et donc, visuellement, on recherche les informations dans l'environnement autour de nous. Dans le monde naturel, donc, ça ne pose pas de problème. On accommode à certaines distances, on converge les yeux et on observe à chaque instant telle partie de l'environnement réel. Et donc, c'est un peu bien ça qu'il faut comprendre, aussi bien au cinéma, mais surtout en réalité virtuelle, c'est qu'on a un jeu d'observation qui fait que la personne n'a plus l'impression d'avoir d'image. Il n'y a plus d'image, ce que je disais un peu en introduction. Pour la personne, l'usager qui met un casque, il va observer cet environnement virtuel d'une façon proche de la vision naturelle. Dans la vision naturelle, vous n'avez pas d'image, vous avez un environnement qui est ce qu'il est en 3 dimensions. Et donc, il n'y a plus de notion de plan 2D, même si technologiquement, dans les casques, évidemment, vous savez qu'il y a des petits écrans et qu'il y a d'optique. Mais pour l'usager, il faut prendre ça un peu en tête. Alors évidemment, c'est un peu en antagonisme par rapport à votre démarche que vous avez depuis le début du cinéma, où il y a bien sûr un cadre, où il y avait bien sûr une image. Mais ça, c'était une solution technologique qui avait été imposée, qui avait été comprise pour exploiter la vision humaine. Avec un visiocasque, l'usager n'a plus conscience d'image. Il a conscience de voir un environnement en 3 dimensions, même s'il reste quelques difficultés. Et cette vision n'est pas la vision naturelle non plus. Donc, c'est ce que j'ai mis un peu en abrégé, vous voyez ici dans le slide, il y a un cadre invisible, mais c'est un cadre qui est invisible consciemment. On ne le voit pas. Par contre, ça va être une gêne. Il peut faire ça. Donc voilà, c'était un petit peu une approche un peu plus précise sur la vision, sans être trop long sur cette partie-là, parce qu'il n'y a pas trop de temps non plus pour développer toutes ces questions. Mais on pourrait dire sur tous les autres sens, le toucher, c'est bien plus complexe que ça n'a l'air. L'ouïe, par contre, je pense que les gens ont bien compris les possibilités du son spatial. Les ingénieurs du son connaissent très bien les différentes possibilités pour stimuler correctement au niveau acoustique. Le reste, à ce propos, c'est le seul sens qu'on arrive à reproduire aussi bien que la vision, que le sens naturel en virtuel. La vision, donc, on est encore à travailler. Il faudra peut-être attendre beaucoup d'années pour avoir des casques avec une qualité, une résolution d'image qui soit suffisante, qui soit corresponde à ce que vous voyez quand vous regardez un écran de cinéma. Vous savez que les casques actuels ont une résolution qui n'est pas extraordinaire. Vous avez un champ de vision qui est limité en général à 110 degrés, à part quelques casques qui couvrent tout le champ de vision jusqu'à 200 degrés environ. Et il y a un problème d'accommodation qu'on n'a encore pas résolu. Alors, je ne vais pas donc trop développer sur l'aspect sensorimoteur, si ce n'est que dire que si, évidemment, on est dans un environnement virtuel, on va créer des incohérences sensorimotrices. Là aussi, je ne développerai pas cette question-là, sauf si peut-être dans les discussions, parce que c'est un peu long. Si on veut vraiment comprendre toutes les incohérences sensorimotrices, qu'ils ont un côté positif, puisque la vision est prépondérante. La vision, évidemment, emporte sur les autres sens, ce qui fait que quand vous mettez un casque et que vous changez de point de vue, que l'environnement virtuel se déplace par rapport à l'usager, l'usager va être en déplacement. Au niveau proprioception, il va bien sûr se déplacer, puisque le système visuel, comme je l'ai dit, il sert aussi à comprendre le déplacement, à percevoir le mouvement du corps. Donc, la vision est prépondérante,
il va être en incohérence, par contre, avec le système vestibulaire, puisque évidemment, dans le corps, lui, dans le monde réel, reste fixe, mais c'est la vision qui l'emporte. Tant qu'on reste dans certaines règles, pour pas limiter, pour pas avoir trop d'incohérence, puisque le cerveau, constamment, le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau, la moelle épinière, etc., le cortex, doit rendre tous les stimuli qu'il reçoit cohérents par rapport à ce qu'il avait de cohérent dans le monde réel. Donc, je ne peux pas non plus développer trop ces questions-là, mais il faut bien savoir que les spécialistes, et là c'est intéressant de lire et de comprendre tous les travaux qui ont été faits depuis des années maintenant, le cerveau, lui, doit rendre cohérent tous les stimuli qu'il reçoit, sensoriels et moteurs. Et la réalité virtuelle, comme un peu le cinéma 3D stéréoscopique, crée des incohérences. Mais si ces incohérences ne sont pas trop élevées, le cerveau humain, lui, rend cohérent cet ensemble et lui permet d'agir dans un environnement virtuel. Mais toutes les règles, il y a des règles qui datent depuis 50 ans, d'autres d'un siècle. Toutes ces règles sont connues par les spécialistes, mais sont hélas pas assez connues par tous ceux qui démarrent dans la réalité virtuelle. Et ça, on s'en aperçoit tous les jours, malgré toutes les connaissances. Alors, j'ai résumé ça dans mes derniers livres. En fait, il y a une dizaine d'incohérences sensorimotrices qui sont possibles. Il y en a 3 principales. On n'aura peut-être pas le temps de les développer. Et il y a une trentaine de règles et au moins 12 solutions pour résoudre ces problèmes-là. Et je pense que c'est le minimum à connaître quand on veut se lancer dans la réalité virtuelle, de bien maîtriser ces difficultés et ses côtés positifs, mais aussi les difficultés des incohérences sensorimotrices pour permettre ensuite de permettre à l'usager d'avoir un usage correct dans ces environnements virtuels. Bon, là, il y a les 3 principales incohérences. Donc, la relation entre accommodation convergence en vision stéréoscopique, qui pose quelques difficultés. Les stérographes savent les solutions. Il y a les incohérences liées au réflexe vestibulo-oculaire. Vous savez que quand vous mettez un casque, si vous tournez la tête, il faut que le changement de point de vue correct se fasse en 20 millisecondes. Si on a le temps, on expliquera pourquoi. Et maintenant, il y a encore 10 ans, 20 ans, on était plutôt à 50 millisecondes, 100 millisecondes. Donc, il y avait un mouvement un peu chewing-gum qu'on appelait. Il y avait de l'instabilité, c'était gênant. Maintenant, la plupart des casques, si vous faites attention, si les développeurs en informatique font correctement leur travail, on a un décalage temporel entre le mouvement de la tête et le bon point de vue affiché pour l'utilisateur qui se fait en moins de 20 millisecondes. Et l'incohérence visio-vestibulaire aussi, bien sûr, celui-là, il faut faire attention, bien sûr, quand on se déplace dans un environnement virtuel. Il faut respecter les accélérations qui ne doivent pas être trop élevées, mais je passe un peu sur ces questions-là. Donc là, j'ai mis, mais pour la référence, il y a différentes façons soit on utilise d'autres interfaces, soit on fait des incohérences qui soient légères et acceptables par l'utilisateur. Et on peut aussi demander à l'utilisateur de s'adapter. Et je passe sur ces questions-là. Pour terminer sur ce premier niveau, vous voyez que déjà, il y aurait beaucoup de choses à dire en plus sur le premier niveau d'immersion et d'interaction. C'est le niveau sensorimoteur, où ce qui doit être important, donc pas d'impact aux incohérences sensorimotrices, et il faut que ça soit transparent pour le sujet. C'est-à-dire que le sujet, dans cet environnement virtuel, ne doit plus se préoccuper de savoir s'il manipule des manettes, il doit plus se préoccuper de savoir s'il a un casque sur la tête. Tout ça doit venir transparent et il doit agir à ce qu'il a à faire dans l'environnement virtuel. Bon, c'est un peu comme dans le monde réel. Depuis ce matin, vous êtes levé, vous avez déjeuné, vous avez bougé, vous avez déplacé, vous êtes venu devant cet écran d'ordinateur. Vous vous êtes jamais posé à chaque instant si vos muscles fonctionnaient correctement, si vous avez bien les bonnes perceptions proprioceptives et extéroceptives, vous êtes déplacé et vous aviez pensé bien autre chose.
tout ça était transparent pour vous, mais par contre fonctionnait et votre cerveau recevait à chaque instant des milliers et des millions de stimuli sensoriels qui vous permettent d'agir correctement. Donc, en environnement virtuel, il faut que ça soit la même chose, il faut que ça soit donc transparent au niveau technologique. Mais cette partie, donc, c'est la partie évidemment physique, concrète qu'on va développer. Mais ce n'est pas bien sûr en général l'objectif de faire une activité simplement sensorimotrice. On va parler maintenant du niveau justement cognitif. Il faut bien faire la différence entre les sensations, donc les stimuli que vous recevez constamment et qui vous permettent d'agir, et la perception que vous avez de l'environnement, qui est différent. Donc, il y a des milliers de stimuli qui arrivent, et à chaque instant, vous percevez un certain environnement, une certaine activité. Alors là aussi, sans trop développer, mais il faut bien comprendre que tout est lié, et que c'est l'approche action, perception, décision, qui a été développée entre autres par Berthoz, vous pourrez lire ses documents et ses livres. Il faut bien comprendre, bien sûr, que tout est couplé. On a entre les sens et évidemment les actions moteurs. Le cerveau constamment anticipe les stimuli des actions et ce qu'il va recevoir comme stimuli sensoriels. Je passe sur cette question-là. Bien faire attention donc entre sensation et perception. Hein. Et bien sûr, après, ce qui peut évidemment être intéressant, mais ça sera développé après, c'est évidemment les émotions que vous pouvez en ressentir dans certaines situations. Je vais seulement développer ici sur la partie cognitive, hein, ça sera très long à tout développer. Hein. Je vous renverrai à des textes pour plus de développement. Je vais seulement parler du processus cognitif qu'on met en œuvre au niveau de l'interfaçage pour permettre à la personne d'agir dans cet environnement. Au niveau cognitif, qu'est-ce qui se passe? Et ça, je me suis inspiré de certains psychologues, le professeur Abardel en France, qui s'occupaient de ces questions-là, de quand on instrumente une personne, quel est le processus cognitif qui est mis en œuvre, indépendamment de la technologie qui est mise en œuvre et les stimuli sensorimoteurs qu'on applique. En fait, il y a deux grands cas. Alors, c'est justement ces questions-là sont importantes parce que vous, en tant qu'artiste, vous pourrez avoir deux démarches différentes. Hein. On peut se dire, est-ce qu'on va utiliser un schème sensorimoteur ou une action métaphorique? Je vais prendre sur un exemple pour être concret. Alors, la notion de schème, ça intervient à la notion introduite par le psychologue Piaget, dans les années 60, par là, 50, qui essaie de comprendre le comportement humain et l'évolution sensorimotrice de l'enfant. Donc, un schème, c'est un automatisme, mais qui a certaines caractéristiques. C'est un automatisme qu'on peut appliquer, qui peut s'adapter à certaines situations. Et donc, quand on dit, avec un casque, je peux voir à 360 degrés, hein, je suis en immersion visuelle à 360 degrés, tout en sachant qu'à chaque instant, votre champ visuel est qu'à 180-200 degrés et qu'on voit net que dans 2 degrés, on dit on a une immersion à 360 degrés. Mais quand vous êtes devant un jeu vidéo, devant un écran, comme actuellement, et que vous savez manipuler correctement des joysticks ou des boutons des consoles de jeu, vous êtes aussi dans une immersion, vous êtes aussi capable de voir à 360 degrés. Par contre, vous prenez un moyen détourné par rapport à la vision naturelle. Bien sûr que la vision naturelle, la vie de tous les jours, vous tournez votre tête à droite et à gauche pour regarder dans toutes les directions. Et donc là, vous utilisez un schème sensorimoteur qui est naturel, en mettant un casque, ou proche du naturel. Par contre, devant un écran, vous pouvez regarder à 360 degrés, mais vous utilisez une métaphore, évidemment, c'est en appuyant sur un bouton ou en bougeant la main que vous pouvez regarder à 360 degrés. Donc, on a créé des métaphores. Et donc, je fais la différence entre les schèmes sensorimoteurs naturels ou des schèmes sensorimoteurs artificiels. Et dans l'environnement virtuel,
ben, tout est possible. Il n'y a pas évidemment un choix qu'il est fois imposé par la technologie ou par des usages et par des commodités économiques. Mais en tant que créateur, vous pouvez vous poser cette question de façon générale. Est-ce que je vais essayer de permettre à l'usager d'avoir un comportement qui ressemble à son comportement naturel, ou est-ce que je vais utiliser des métaphores? Alors, pour prendre un autre exemple concret, là, que vous voyez sur les images, est-ce que j'ai besoin d'avoir des capteurs sur tous les doigts de l'utilisateur, de lui mettre des gants de données, d'avoir des capteurs sur tous les doigts, pour que la personne ait une action de manipulation qui soit plus proche de ce qu'il fait dans l'environnement réel? Ou est-ce que je peux me contenter d'une manette avec évidemment une modification de ces chaînes de manipulation, hein? Il faut acquérir une certaine dextérité, il faut s'adapter à ce chaîne sensorimoteur artificiel. Alors, vous connaissez les principes. Vous avez aussi, par exemple, pour le déplacement, pour éviter des incohérences visio-vestibulaires, plutôt que se déplacer de façon continue en marchant, hein, il y a les tapis roulants, hein, on peut avoir de façon technique un chaîne sensorimoteur qui soit proche de la marche naturelle, mais on peut aussi évidemment utiliser des métaphores et par exemple pointer à distance et on se trouve à tel endroit. Bien sûr, ça évite de perturber le cerveau humain avec l'incohérence visio-vestibulaire. Donc c'est une question à se poser, à mon avis, à chaque fois, et à chaque fois qu'on avait des applications médicales, professionnelles, industrielles, etc., dans tous les domaines, il faut poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une copie d'un geste naturel, d'un schème naturel, sensorimoteur, ou est-ce qu'il faut on peut passer par une métaphore, parce qu'au niveau du processus cognitif, c'est pas du tout la même chose, et la personne s'adaptera plus ou moins avec des difficultés, indépendamment des difficultés technologiques. Pour vous donner un autre exemple, un magasin qu'on a fait en l'an 2000 sur un grand écran, bien sûr, il faut imaginer, parce que la personne en pratique ne voit que l'image sur un très grand écran. Mais plutôt que de proposer un joystick pour des personnes qui étaient prises dans la rue en 5 minutes, elles devaient se déplacer dans ce magasin, on leur avait donné un caddie. Alors ça, c'est comme disait le professeur Abardel, c'est un schème sensorimoteur qui est construit socialement, parce qu'évidemment, tout le monde maintenant sait utiliser un caddie dans un magasin, et on n'avait pas besoin de dire aux personnes que, évidemment, ce caddie servait à se déplacer, mais le caddie ne servait que de joystick tout ou rien, droite, gauche, devant, derrière. Donc, on peut se poser de ces questions-là pour des applications professionnelles, mais pour des questions artistiques, ça peut être assez intéressant de se poser ces questions. Est-ce que j'ai besoin, est-ce que c'est utile d'avoir un comportement qui soit proche du comportement naturel dans l'environnement réel, ou est-ce que je vais utiliser une métaphore, et puis est-ce que ça peut créer évidemment des émotions ou des applications intéressantes différentes. Bon, vu le temps, je ne vais pas trop développer, toujours sur la partie cognitive. Juste dire que, en fonction évidemment du schème que vous allez utiliser, du processus d'interfaçage cognitif que vous allez utiliser, il va falloir, au niveau informatique, logiciel, aider la personne à se déplacer. Alors, si je reprends, c'est l'exemple du chariot, les personnes avaient des difficultés à se déplacer en dirigeant précisément le chariot en fonction des étagères. Mais en fait, elle ne savait pas, c'est qu'on avait fait des aides logicielles pour que la personne, elle donnait seulement un ordre avant, droit ou gauche, et il y avait des rails virtuels, si on peut dire, qui dirigeaient la personne dans le bon rayon. Elle n'avait pas besoin de guider, comme dans le monde réel, précisément son chariot. On détectait seulement l'intention du déplacement, donc la personne voulait à droite, à gauche, etc. Et après, le mouvement a été fait indépendamment du mouvement de la personne. Donc, c'est un exemple. Évidemment, on peut en citer des centaines et des centaines. Mais pour les concepteurs
d'une application de réalité virtuelle, et donc même vous pour les artistes, il faut savoir, si vous utilisez surtout des métaphores, des schèmes non naturels, même des schèmes naturels qui ne sont pas identiques au monde réel, il faut se poser ces questions. Est-ce que je vais aider? Comment je vais permettre à la personne d'avoir un usage aisé dans cet environnement artificiel? Alors, là, par exemple, vous voyez, c'est le plan du magasin. On avait du reste que des produits que dans un sens pour que la personne ne tourne pas trop sur elle-même, pour ne pas créer des nausées, etc. Enfin, bon, je ne rentre pas trop dans les détails pour ces questions. Alors, il y a une autre question, toujours au processus, au niveau cognitif. Est-ce qu'on a besoin vraiment de mettre la personne en immersion corporelle dans cet environnement virtuel? Est-ce que ça peut être seulement une immersion extéroceptive, c'est-à-dire comme au cinéma? Donc, je reprends ces deux exemples ici avec un écran ou avec un casque. La réalité virtuelle n'impose pas d'utiliser un visiocasque. C'est un peu une idée aussi qui est très répandue actuellement. Les gens parlent de réalité virtuelle s'ils mettent un casque. On a fait depuis 20 ans des applications sans mettre un casque. Alors, bien sûr, il y a des applications industrielles, et je pense que vous connaissez les kev, qui sont un ensemble de grands écrans autour de la personne. Ça fait un cube à peu près de 3 mètres d'arête, où la personne est immergée corporellement à l'intérieur, mais entourée d'écrans, de grands écrans. Bien sûr, vous n'avez pas eu la chance de voir ces kev. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec PSA et Renault, qui ont des kev avec des 70 millions de pixels. Évidemment, vous avez une qualité d'image très intéressante, bien plus intéressante que celle dans un casque. Et vous avez une immersion corporelle, puisque vous êtes à l'intérieur de cet environnement virtuel. Par contre, on a fait d'autres applications, comme le magasin virtuel que vous avez vu tout à l'heure, ou des applications pour apprendre, par exemple, au soudage ou en chirurgie. On n'a pas besoin de voir dans toutes les directions. Quand vous faites une opération chirurgicale en endoscopie, le chirurgien observe toujours dans un même champ visuel limité. Donc, on peut faire avec un simple écran. Mais là, vous êtes comme au cinéma, vous êtes en immersion extéroceptive. Vous avez la vision et l'ouïe qui sont stimulés, mais pas les autres sens et pas les sens proprioceptifs. Ce qui me fait dire aussi que les questions se posent par rapport au développement des jeux vidéo. Il y avait encore certaines personnes qui disaient il y a quelques instants, quelques temps, oh ben, tous les jeux vidéo vont se faire avec des visiocasques. C'est-à-dire tous les jeux vidéo automatiquement se feront en immersion corporelle, immersion proprioceptive. On va mettre automatiquement le joueur dans l'environnement virtuel. En fait, cette approche est une des approches, mais ce n'est pas la seule. Et les gens font des jeux vidéo multijoueurs, ils sont à plusieurs, et ça leur suffit largement de faire du jeu vidéo comme ils le font actuellement. Donc, ça sera une autre possibilité de faire une immersion proprioceptive, une immersion corporelle, mais ce n'est pas forcément la seule possibilité. Et les jeux vidéo resteront aussi comme ils sont actuellement. Surtout quand les grands spécialistes des jeux vidéo, les experts des jeux vidéo, là, ce qu'ils appellent le e-sport, ils ont une telle maîtrise des schèmes non naturels grâce aux métaphores que pour eux, ils ont une adaptation tellement évidente qu'ils vont être à plusieurs dans un environnement virtuel, en se situant l'un par rapport à l'autre, en se situant bien dans cet environnement virtuel, malgré qu'ils ne soient pas en immersion corporelle à l'intérieur. Il n'y a pas de stimuli proprioceptifs qui les stimulent par rapport à l'environnement virtuel. On pourra en discuter de ces questions-là. Et donc, on a donc plusieurs possibilités. Enfin, ça reprend un peu ce que je viens de dire tout à l'heure, bien sûr, des exemples. Alors, la vidéo 360 degrés, je l'ai mis un peu à part. Ça ne veut pas dire que c'est différent, que ce n'est pas plus intéressant. Il n'y a pas de hiérarchie dans ces schémas. Mais les immersions 360 degrés, on est seulement en immersion. Bon. Les applications plus dites de réalité virtuelle, mais on peut s'étendre à tout,
les applications de réalité virtuelle, vous avez soit l'immersion visuelle à distance, l'immersion extéroceptive, c'est une expression à moi qui est discutable, ou par exemple, vous voyez, avec un simple écran d'ordinateur, vous apprenez à faire le soudage à l'arc électrique. C'est quelque chose qui a été développé par l'AFPA il y a déjà une vingtaine d'années, une quinzaine d'années. C'est un produit commercialisé. Par contre, vous avez une immersion corporelle qui peut, comme je l'ai dit, soit vous avez des petits écrans que vous portez proches de vos yeux, soit vous avez des grands écrans autour de vous, ce qu'on appelle les kev. Et puis, évidemment, il y a des solutions intermédiaires qu'on n'a pas le temps de développer. Donc, ça, c'est l'approche sensorimoteur, mais aussi cognitif. Comment la personne se situe et par quel processus, quelle chaîne, naturelle ou non naturelle, elle peut agir dans cet environnement. Alors, ça fait un peu un rappel par rapport à ce que disait Piaget. Là, je ne vais pas m'étendre sur ces remarques, ça peut se discuter. Mais Piaget avait développé, en disant l'intelligence sensorimotrice de l'enfant qui se développe à partir de schèmes. Et mon postulat un peu que j'ai écrit il y a très longtemps, c'est que dans un environnement virtuel interactif, la personne exploite la même démarche que dans le monde réel pour organiser le virtuel selon un ensemble de règles spatio-temporelles et causales. Donc, on est dans un environnement virtuel, qui est un environnement artificiel, et on y est présent. Évidemment, ce n'est pas une tromperie. Et je suis toujours choqué encore de plus en plus quand on entend les gens dire on trompe le cerveau de la personne, on stimule. En fait, on ne trompe pas le cerveau, on stimule différemment via l'immersion et l'interaction sensorimotrice, via la technologie. Mais on est dans un environnement qui est aussi une certaine réalité. Pour ça, je fais une référence j'ai écrit un article avec Olivier Lanipieri, qui est philosophe, pour avoir une approche un peu socio-constructive de la réalité, qui fait référence à certains philosophes. Et donc, on n'a pas cette notion de tromperie, c'est le côté un peu négatif. Et du reste, je fais référence un peu au cinéma. Quand vous êtes au cinéma, vous êtes dans l'histoire. On vous raconte une histoire, vous êtes pris dans l'histoire, vos émotions sont aussi importantes que celles dans la réalité. Même si vous savez, bien sûr, que ce n'est que des images qui sont projetées sur un écran et qu'on vous fait vibrer l'air pour vous faire des sons que vous recevez. Mais on ne trompe pas le cerveau au cinéma, et en réalité virtuelle, on ne trompe personne. Il n'y a pas d'illusion, comme certains, on pourra en discuter, parce que je pense que tout le monde n'a pas cette approche-là, mais il y a un environnement virtuel qu'il faut acquérir, qu'un environnement artificiel. Comme on a compris aussi, les environnements artificiels, on n'est plus au temps de la préhistoire, où on avait une vie dans un monde naturel. On a plein d'environnements artificiels, comme les transports, etc., comme les bâtiments. Et la réalité virtuelle, c'est un autre environnement artificiel. Bien sûr, il fait des fois des copies du monde réel, mais il n'y a pas de tromperie dans ce cas-là. Et donc, tout ça aussi pour des réflexions, on n'a pas trop, mais il faut bien comprendre, il y a la perception consciente et la perception inconsciente. Quand je dis ça, ce n'est pas au niveau psychiatrique, etc., c'est au niveau sensorimoteur. Donc, constamment, votre cerveau reçoit des stimuli sensorimoteurs, mais comme disait Denae, un grand neurophysiologiste, il y a un goulot d'étranglement et une information à la fois accède à votre conscience. Et donc, à un certain instant, là, vous êtes en train d'écouter, vous êtes en train de regarder à l'extérieur, vous faites quelque chose, malgré que tous les stimuli sensoriels arrivent, vous percevez à chaque instant un certain aspect du monde réel. Alors, il y a aussi un paradoxe. Je ne sais pas si j'ai un peu le temps encore pour développer, parce qu'après, il faut développer la partie artistique. Je passe un peu sur cette paradoxe, puisque quand il y a une ambiguïté proprioceptive, on pourra en discuter si on a le temps. Quand vous mettez la personne qui est dans l'environnement réel, au niveau extéroception, vous mettez dans l'environnement virtuel, tous les stimuli d'interoception, vous pouvez les maîtriser en environnement virtuel. Par contre,
le corps, c'est une question que vous posez, c'est il est dans l'environnement virtuel, mais il reste aussi en partie dans l'environnement réel. Donc, il y a une ambiguïté proprioceptive dont on pourra discuter si vous le souhaitez. Je ne me tarde pas là-dessus. Donc là, vous avez la construction de mon modèle, hein, donc sans rentrer dans les détails, il y a l'immersion cognitive, l'immersion sensorimotrice et l'interaction aussi. Le niveau fonctionnel, c'est évidemment qu'est-ce qu'on va faire comme activité de base. Alors là, c'est évidemment très général. Alors bien sûr, soit on fait que de l'observation acoustique, visuelle, tactile, c'est que de l'immersion, hein, comme la vidéo 360 degrés. Mais si on agit ou interagit, si on veut, bien sûr, en général, on se déplace, on peut manipuler des objets, puis on peut communiquer avec d'autres, que ce soit d'autres utilisateurs qui sont immergés en même temps que vous, soit des personnages virtuels. Et donc, on a 4 catégories, et toutes les possibilités technologiques, sensorimotrices, toutes les possibilités, mais beaucoup de solutions ont déjà été trouvées, qu'il faut maîtriser, et puis évidemment, il faut les choisir, etc. Je passe sur ces questions-là pour construire mon modèle 3I2 pour l'instant. Donc, c'est l'activité de l'homme dans l'environnement virtuel qu'il faut se poser au départ, au niveau déplacement, manipulation, observation. Et quand, je vous l'ai dit, quand une entreprise est venue, et on en a eu beaucoup qui sont venus nous voir, on leur pose des questions. Qu'est-ce que vous souhaitez faire dans cet environnement virtuel? Quelle immersion et interaction fonctionnelle vous souhaitez? Et c'est qu'ensuite, après, que l'on trouve des solutions pour répondre à leurs besoins, et non pas l'inverse. Alors, vous avez un schéma là qui est aussi technocentré, hein, qui est pas, mais sûr, il faut quand même bien se rappeler que c'est au centre, c'est évidemment l'utilisateur qui est le plus important. Je passe sur ces questions-là. Pardon, il y a un problème là. Alors après, bien sûr, indépendamment de ça, il y a une interaction émotionnelle. Je ne vais pas trop développer ces questions-là, puisqu'elles seront développées par Léa tout à l'heure. Je vais faire juste un petit peu le point. Alors, quand on parle de présence, hein, aussi, vous voyez que je n'utilise pas trop le terme de présence, ce qui me semble un peu trop vague. Mais bien sûr, on peut être présent au niveau sensorimoteur, on peut être présent au niveau cognitif, on peut être présent parce qu'on fait une telle activité, puis on est présent parce qu'on reçoit certaines émotions vu ce qu'on est en train de vivre. La seule chose que je tiendrai, mais que Léa va sûrement reprendre, c'est que, évidemment, les émotions, vous savez qu'il y a un ressenti au niveau sensorimoteur, au niveau physiologique. Vous allez avoir des réactions par rapport aux émotions que vous allez ressentir, vous allez avoir des réactions au niveau sensorimoteur. Et donc, c'est intéressant de voir que cette flèche en jaune qui agit sur la personne, ben vous allez pouvoir vous en servir pour, avec la flèche en vert, ben, en fonction des émotions ressenties, captées, que vous allez pouvoir capter, vous allez pouvoir agir peut-être différemment par rapport à votre application. Alors, c'est bien sûr ce qui est un peu, évidemment, nouveau par rapport à, si on prend au cinéma classique, hein. Évidemment, on ressent des émotions au cinéma, mais on n'est pas instrumenté. Là, c'est l'avantage en réalité virtuelle, c'est que l'utilisateur est instrumenté. Il sera de plus en plus instrumenté. Vous savez maintenant que les visiocasques, on peut détecter le mouvement des yeux, on peut détecter maintenant la dilatation de la pupille. Si on prend des technologies, on peut détecter évidemment différentes caractéristiques. Hein. Et on peut détecter aussi de plus en plus les gens qui travaillent, malgré qu'on mette un casque, c'est d'avoir des caméras qui regardent, détectent évidemment les expressions du visage pour savoir l'usager, en fonction de ce qu'il voit, comment il reçoit et quelle émotion il a. Donc on peut avoir d'une façon détournée des mesures émotionnelles qui peuvent être utiles, bien sûr. Voilà. Bon, mais je passe sur cette partie-là. Donc, voilà, c'est la fin de la première partie, qui est un peu longue. Hein, mais bon. Donc, je me suis beaucoup attardé sur cette partie-là, mais ça permettra de plus de discussion, mais en 10 minutes. Hein. Donc, ce
qui est nouveau par rapport au domaine de l'audiovisuel du cinéma, c'est se poser la question du statut comportemental de l'usager. J'ai jamais parlé de spectateur, hein, puisqu'on n'est plus un simple spectateur, sauf encore en vidéo 360 degrés, et encore c'est discutable. Mais c'est des questions qui vont se poser. C'est ce statut comportemental, quel comportement on va proposer à l'usager, quel sens on va stimuler, on peut en faire plus ou moins, hein, évidemment, il y a un problème technico-économique, mais est-ce qu'on va faire une immersion corporelle ou pas, hein, proprioceptive ou extéroceptive, et si on a des sens stimulés, qu'est-ce que l'usager va pouvoir contrôler dans ses sens et quelle activité l'usager va pouvoir contrôler. Est-ce qu'il est seulement en observation, comme en vidéo 360 degrés? Est-ce qu'il peut manipuler les objets? Est-ce qu'il peut se déplacer de lui-même? Toutes ces questions-là qui sont des questions qui se posent. C'est donc pour ça que j'introduis ma deuxième partie, c'est le statut comportemental de l'usager dans des œuvres de réalité virtuelle, dans des œuvres artistiques. Alors là, je donne que des pistes, hein, ça serait très très long à développer. Beaucoup de gens y travaillent. Hein. Je dirais un peu, bon, c'est très discutable, mais on passe du domaine de l'audiovisuel au domaine de l'audio-visio-proprioception. Encore, c'est un raccourci. On a des questions qui vont se poser. Alors, on peut justement repartir du découpage de l'immersion et de l'interaction fonctionnelle. L'observation, hein, donc l'observation, ces questions qu'on a discutées un peu hier, mais est-ce qu'on va être à la première personne ou à la troisième personne? Parce que bien sûr, jusqu'à maintenant, souvent les gens qui font des œuvres immersives font une copie du comportement naturel de la personne dans l'environnement réel. Mais on peut faire des comportements complètement irréalistes. On peut voler, etc. Mais on peut très bien, tout en étant dans un environnement virtuel, se voir, ce que l'on ne peut pas voir, ce qui ne peut pas exister, bien sûr, dans l'environnement réel. Mais on peut très bien ne pas être à la première personne, même si c'est la tendance, bien sûr, et intéressante, quand on met un casque, d'être avec une vue à la première personne. Mais rien n'empêche un artiste de faire quelque chose de totalement irréaliste. On en reparlera un peu après. Et dans l'observation, est-ce que l'on voit son corps ou pas? Ça, c'est des questions que je vais développer un peu après, qui sont importantes. Le déplacement, c'est la même chose. Est-ce qu'on a un déplacement? Est-ce qu'on approprie son corps? Est-ce qu'on voit son déplacement de façon égocentrique ou allocentrée? Est-ce qu'on fait de la téléportation avec des avantages et des inconvénients? Ou est-ce que vous voulez vraiment que la personne ait une impression de déplacement de son corps, d'avoir une stimuli proprioceptive importante? De même pour les manipulations. Hein. Est-ce qu'on peut faire des manipulations réalistes ou non? Est-ce qu'on peut faire des manipulations à distance, hein, de la téléopération? Tout est possible. Et les problèmes de communication, bien sûr. Est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'il y a un monologue? Est-ce qu'il y a un dialogue avec d'autres personnes utilisateurs? Et on verra d'autres questions, comme par exemple la proxémie. Hein. Ces questions, la proxémie, c'est la position de son corps par rapport aux autres personnes. Vous savez que ça a été développé, il y a différentes, évidemment, distances entre les personnes intimes, ils sont évidemment très proches, des raisons familiales, on est assez proches, etc. Des sphères sociales et publiques, on s'éloigne. Et donc, on peut jouer sur ces questions-là, puisque évidemment, si on est en immersion corporelle dans un environnement virtuel, au niveau artistique, ce n'est pas le même impact que si vous êtes très proche d'une autre personne, même si c'est un personnage virtuel, même si c'est un acteur qui a été filmé. Je reprendrai comme ça au niveau anecdotique Michel Réac, un spécialiste de ces nouvelles activités, de nos œuvres, qui s'est trouvé à un moment, il m'a dit, je me suis trouvé mal à l'aise parce que j'étais dans un lit entre un couple et dans leur lit. Évidemment, c'est un impact émotionnel bien plus important que si vous êtes à distance de 2-3 mètres en train de voir un couple dans un lit. Et si vous vous trouvez entre les deux personnes, évidemment, l'impact est différent. Donc, ces questions de proxémie qui sont connues dans le monde réel, c'est une question qui se pose dans l'environnement artificiel. Si vous êtes avec d'autres personnages utilisateurs, à quelle distance vous devez vous trouver?
Il y a des questionnements un peu plus importants, enfin plus différentes aussi, puisque là, on va vivre une histoire et on va expérimenter une œuvre artistique. Hein. On ne va pas seulement vous raconter une histoire. La question est de savoir si le spectateur, hein, on n'est plus spectateur, mais si on est âgé, est-ce qu'il se trouve au centre de l'environnement artificiel ou est-ce qu'il se trouve à distance? Est-ce que le spectateur est un observateur omniscient et extra-diégétique, hein, comme au cinéma, on ne fait pas partie de la narration, de l'histoire, ou est-ce qu'on est dans l'histoire? Et ça, je vais prendre juste les références de Michel Réac, qui s'est posé ces questions-là. Il y a d'autres questions sur l'essence, je passe un peu. Donc, je reprends cette démarche que j'ai un peu modifiée, mais l'usager en tant que statut diégétique, hein, donc il est dans l'histoire, dans la narration, il peut avoir différents statuts et déjà savoir s'il a un corps qu'il peut voir. Hein. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas son corps qu'on n'est pas en immersion proprioceptive. Là aussi, une erreur que l'on voit souvent, les gens disent « oui, mais je ne vois que des manettes » ou « je ne vois même pas des manettes que je manipule ». Je ne vois pas mes bras, je ne vois pas mon tronc, je ne vois pas mes jambes. Et certains disent, je ne suis pas incarné dans l'environnement virtuel. Si, on y est déjà, par la proprioception, automatiquement. Grâce au système visuel, on est en immersion. Par contre, ça n'a pas même impact si on voit en plus ses mains, si on voit son corps. Évidemment, si on voit son visage, si on est en vision 3D, ou dans un miroir, etc., ou si on voit les visages d'autres personnes, c'est des questions qui sont intéressantes à se poser, de savoir si dans l'application qu'on veut développer, on a besoin ou on souhaite voir son corps. Après, une question, mais ça peut être une vision plus ou moins partielle. Hein. Une autre question qui se pose, c'est est-ce que je suis vu par les personnages du monde narratif? Je les vois, mais eux, ce qu'ils me voient. Et à ce moment-là, bien sûr, on a une attitude différente. Est-ce qu'on est un figurant, si on peut faire référence au rôle au cinéma? Est-ce que je suis un figurant? Donc, je n'interviens pas, évidemment, dans le déroulement de la narration, mais j'en fais partie comme décor. Après, bien sûr, on peut être pas un figurant, mais avoir un certain rôle. Et à ce moment-là, que les personnages virtuels, les acteurs qui ont été filmés avec vidéo 360 degrés, etc., interviennent en ma présence, hein, et agit évidemment en fonction du comportement que je vais avoir. Est-ce que mon comportement va agir sur le déroulement de l'histoire? C'est des questions qui peuvent se poser. On peut se poser la question, est-ce que je ne suis pas le personnage principal? Il y a des applications que j'ai vues, hein, je peux en citer, mais où on a le rôle principal qu'on est immergé dans ces œuvres immersives. Et c'est donc des questions qui peuvent se poser, évidemment, est-ce que je peux interagir sur les objets de la scène avec des difficultés technologiques, mais dans certains cas, c'est possible, surtout si on a un environnement de synthèse. Est-ce que moi, je peux agir sur les objets, et je peux agir, évidemment, sur le déroulement de l'histoire. Bon, dans les jeux vidéo, évidemment, suivant vos actions, le jeu vidéo va se dérouler différemment. Donc ça, c'est des techniques qu'on sait exploiter, mais l'interaction dans une expérience immersive ne doit pas forcément se limiter à « je choisis le déroulement de l'histoire ». Ça peut être évidemment intéressant, mais ce n'est pas forcément que ça qui peut être possible, même s'il y a des difficultés, évidemment, si on interagit sur les objets, si on dialogue avec les personnages, évidemment, ça pose des difficultés de réalisation. Voilà un peu pour lancer des débats, peut-être des discussions. Hein. Donc, il y a des antagonismes, bien sûr, entre... il s'agit d'agir, il s'agit peut-être de communiquer, mais ça, je passe sur cette question-là. Il y a un antagonisme surtout entre une œuvre figée et la liberté de l'usager, du spectateur.
Et ça, c'est bien sûr nouveau par rapport aux œuvres artistiques actuelles où l'œuvre est figée pour, bien sûr, chaque utilisateur, comme au cinéma, on a une certaine œuvre et après, les spectateurs vont la voir. Ici, l'œuvre, évidemment, peut être modifiée en fonction du comportement de l'usager. Et ça, il n'y a pas encore beaucoup de développements qui ont été faits, mais c'est évidemment une perspective très enrichissante de se dire que, en fonction du comportement de l'usager, l'œuvre va se dérouler différemment et donc une narration peut être différente. Donc, ce qui fait dire à certains, c'est pas moi qui dis ça en premier, mais on peut faire vivre une histoire et non pas raconter une histoire comme au cinéma. Mais on peut aussi avoir une expérience, hein, ce que certains appellent une performance artistique. Hein. On peut très bien contempler une œuvre artificielle créée. Et ça, bon, c'est un domaine qu'on n'a pas trop développé hier, hein, mais ça peut être seulement une observation, une contemplation d'un monde artificiel, artistique, émotionnel, sans qu'il y ait une histoire qui soit vécue. Et pour terminer sur ces questions un peu ouvertes, hein, sur ce débat, pour l'instant, la plupart du temps, le statut comportemental de l'usager qui est développé, c'est souvent un comportement qui se rapproche, qui est une copie de la réalité. Mais il n'est pas interdit d'avoir des activités sensorimotrices complètement irréalistes. C'est ce que permet le monde virtuel. C'était pas pour des artistes, mais c'était plutôt des chercheurs en psychologie, en neurosciences, qui étaient venus me voir il y a très longtemps en disant on veut faire des comportements totalement irréalistes pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Vous bougez une main et en fait, c'est le point de vue qui change. Vous pouvez avoir des comportements, des activités sensorimotrices totalement irréalistes. Hein. Bon, il y a des essais, si vous connaissez le jeu de Ubisoft, Eagle Flight, où on est un aigle et puis on vole. Alors évidemment, c'est pas très réaliste déjà de voler. Hein. Et en fait, en tournant la tête, vous dirigez votre vol. Ce qui évidemment est aussi totalement irréaliste. Hein. C'est une activité sensorimotrice totalement irréaliste et qui peut être intéressante pour créer des œuvres artistiques, émotionnelles différentes d'autres cas. Bon, pour donner des références, alors, j'ai eu la chance, dans les années 2000, d'associer tous les experts dans la réalité virtuelle pour écrire le traité de la réalité virtuelle. Hein. Bon, bien sûr qu'il est un peu obsolète parce qu'il date de 2001 à 2009, mais ça a permis de réunir comme plus de 101 auteurs, hein, puisqu'évidemment, la réalité virtuelle est très interdisciplinaire. Et donc, c'est une œuvre qui est un peu dépassée, mais je me suis permis d'en faire une synthèse à ma façon. Hein. J'avais écrit un casque sur de la réalité virtuelle de jeux vidéo, mais tous ces livres-là sont maintenant gratuits sur le site de la FXR. Hein. Avant, c'était la FRV, maintenant ça s'appelle la FXR. Donc, ces livres-là sont gratuits, vous pouvez les télécharger. Par contre, mon dernier livre, qui est un peu une synthèse de mes réflexions depuis plus de 25 ans, c'est un livre, donc la théorie de la réalité virtuelle et les véritables usages, parce qu'évidemment, il y a tellement d'usages qui ne seront pas intéressants. Et donc, c'est un livre que j'ai écrit en 2018 qui reprend de long en large tout ce que je viens de dire et qui permet d'avoir une approche, à mon avis, hein, sans être trop prétentieux, et ça permet de bien poser les bases. Bon, évidemment, ça fait quand même plus de 200 pages, 300 pages à lire. Enfin, vous n'êtes pas obligé de tout lire, il y a des annexes. Parce qu'on peut se poser aussi des questions au niveau neurologique, hein, au niveau du cerveau, comment ça fonctionne. C'est toujours intéressant à lire et à comprendre. Mais à mon avis, il est important de comprendre le niveau sensorimoteur, de bien comprendre la proprioception et ce que l'on fait dans ces environnements virtuels. C'est bien plus compliqué qu'au cinéma ou dans d'autres domaines, ou même dans le jeu vidéo, où on a des références bien précises. Voilà. Mais on pourra en discuter de long en large. J'ai mis aussi de côté une anecdote. Il y a une thèse vendredi qui explique comment créer les environnements virtuels avec un ensemble d'appareils de caméra qui peut vous intéresser.